bonsoir à tous. Une nouvelle génération pour la paix, la sécurité et le développement en Centrafrique. C'est le credo de la formation politique Alliance pour une nouvelle Centrafrique, placée sous la présidence d'Ange Maxime Kazagui, par ailleurs ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement centrafricain, ancien candidat à l'élection présidentielle en 2015. Il a décidé cette année 2020 de soutenir dès le premier tour le professeur Faustin Archange Touadéra, candidat à sa propre succession à la tête de la Centrafrique. Quelles sont ses motivations? Quel regard porte-t-il sur les 4 années d'exercice du pouvoir à la tête de la Centrafrique? Comment entrevoit-il les perspectives politiques et socio-économiques? Il est l'invité de cette émission spéciale réalisée en plein cœur de Bangui, la capitale centrafricaine. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Et pour mener à bien cet entretien, je suis en compagnie de Serge Alain Autou. Serge Alain, bonsoir. Bonsoir Cédric, bonsoir Monsieur le ministre. Bonsoir. Monsieur le ministre, en 2015, vous étiez candidat à la présidentielle. 2020, 5 ans après, vous choisissez de soutenir le président sortant, Touadéra. Pourquoi? Eh bien d'abord parce que je veux me targuer d'être constant, un homme constant, d'avoir de la logique dans mes idées. Dès le deuxième tour des élections, en effet, comme vous l'avez dit, j'ai soutenu le candidat Touadéra pour le deuxième tour. Je l'ai soutenu avec d'autres afin qu'il puisse, n'est-ce pas, gagner ces élections-là, parce qu'il était l'homme qui, pour moi, et pour certains, je crois, puisqu'ils l'ont élu, ils l'ont voté, était à même de rassembler les Centrafricains. J'ai été dans son gouvernement, je suis dans son gouvernement, pour soutenir son action, afin qu'il réussisse. À présent que nous allons vers des élections où il a l'opportunité de faire un second mandat, je pense qu'il est important qu'il puisse accéder à ce second mandat pour terminer ce qu'il a engagé avec nous derrière lui. Voici les raisons pour lesquelles... Monsieur le ministre, vous parlez de l'opportunité. Lorsqu'on regarde quand même la liste des candidats, on voit des anciens présidents. Vous trouvez que le président Touadéra a beaucoup de chances de briguer un second mandat? Oui, bien sûr. L'empiler? Absolument, je le crois. D'abord parce que il a posé des actes qui, je crois, le fondent à pouvoir se présenter à nouveau devant les Centrafricains. Et puis aussi, c'est par conviction. Par conviction, tout simplement parce que, ayant vu l'homme à l'œuvre, je pense que nous pouvons faire plus encore que nous n'avons fait au profit de tous les Centrafricains, et les Centrafricains, bien entendu. Monsieur le ministre, parlant des œuvres, justement, du président Faustin Archange Touadéra, au regard des objectifs qu'il s'était fixés en prêtant serment en 2016, et aujourd'hui, est-ce que les objectifs ont été atteints au regard des conditions de vie des Centrafricains et du contexte sociopolitique? Absolument, nous sommes... D'abord, il faut qu'on se dise une chose. D'où venons-nous? Je crois que c'est la première question. Où étions-nous quand le président Touadéra est arrivé aux affaires? Nous sortions d'une longue crise qui, décade après décade, et depuis pratiquement 35 à 40 ans de malgouvernance, nous a amené cette crise à une situation où la Centrafrique n'existait quasiment plus. Il n'y avait pas d'État. Nous sommes passés par une transition politique qui a remis en place un minimum de fondements juridiques, une nouvelle constitution, une cour constitutionnelle de transition, etc. Il fallait mettre quelques fondements. Mais l'État n'existait plus. Il avait quasiment disparu. Les Centrafricains étaient dans un état de misère et de pauvreté incroyable. Nous nous battons encore, nous, les Centrafricains, ils se battent encore avec cela. Mais la situation est meilleure qu'à l'époque. Mais surtout, nous sortions d'une guerre, en post-conflit. Les Centrafricains ne s'entendaient ni ne se regardaient. Il n'y avait aucune cohésion. Nous n'avions tout simplement plus d'armée, par exemple.
disparu, envolé. Plus de tissu économique. Une inflation, une croissance à moins 35%. Pas d'accès aux soins, bien entendu. Plus d'école. Voilà le tableau. Où en sommes-nous aujourd'hui au moment où le président, et nous derrière lui, souhaitons qu'il brigue un autre mandat? Vous l'aurez noté, puisque vous êtes à Bangui, je crois, depuis quelques jours. Le président de la République, récemment, a pu inaugurer un centre d'imagerie médicale et d'autres infrastructures médicales. Pendant ces 4 ans, le président de la République a tout fait pour que les structures médicales puissent se remettre en place. Mais d'abord, et avant toute chose, et avant qu'on arrive à cela, il fallait qu'il y ait de la sécurité. Mais est-ce que la sécurité, elle est de retour concrètement? Les Nations Unies font état toujours de nombreuses velléités des groupes armés dans l'arrière-pays, parfois aux portes de Bangui, avec un impact important sur la population. Est-ce que ce chantier-là, ce défi-là, a pu être réalisé comme vous le souhaitiez? C'est simple. Il y a 5 ans, on ne pouvait pas être ici assis et à parler, comme nous le faisons maintenant. Tout simplement échanger. Traverser la ville comme vous le faites depuis que vous êtes ici. Aller dans un quartier qui était un bastion, qui est le kilomètre 5. Traverser un endroit qu'on appelle le PK12. Aller comme des collègues l'ont fait récemment, j'étais dans un autre engagement, à Bossangwa, aller dans l'Ouam, aller ici et là, c'était impossible, par la route. Aujourd'hui, tout cela est faisable. Maintenant, s'il faut regarder les choses de la manière la plus objective, en réalité, aujourd'hui, les populations ont des capacités de mouvement, de déplacement et de sécurité qu'ils n'avaient pas il y a 5 ans. Ça, c'est une réalité. Mais nous n'en sommes pas encore... En réalité, oui, il y a encore des groupes armés, dont la plupart, en tout cas les 14 groupes officiels, ont signé cet accord. Mais parmi eux, il y en a 2, peut-être 3, mais en réalité 2, qui sont encore dans des attitudes de mi-figue, mi-raisin. Est-ce qu'on y va? On a peur que si on désarme, on se fasse attaquer, etc. Et qu'il faut convaincre, et c'est ce à quoi s'attache le président de la République et son gouvernement. Convaincre que nous devons aller vers la paix, vers ce désarmement qui a commencé, ce désarmement. La plupart des groupes armés ont commencé à désarmer, même ceux qui ont quelques craintes encore, et qui gardent les armes. Vous devrez noter quelque chose. C'est qu'aujourd'hui, dans la plupart des groupes armés qui ont désarmé, excusez-moi cette répétition, en réalité, vous verrez que beaucoup de leurs membres, ceux qui n'ont pas voulu désarmer, se sont transformés en bandits de grand chemin. C'est de ça qu'il s'agit, en fait, dans la plupart des cas. Maintenant, il y a des gens qui veulent bien rentrer dans la République, mais tout en gardant leur capacité, n'est-ce pas, de prébande, voire de nuisance. Et c'est cela que nous gérons, parce que c'est le but des gouvernants. Est-ce que la difficulté liée aux négociations avec les groupes armés ne viendrait pas du fait qu'il n'y a pas d'alternative proposée à ces jeunes combattants qui ne voient pas d'emploi, qui ne voient pas de perspective, de prise en compte de leurs besoins socio-économiques? En réalité, non, parce que le programme de désarmement comprend tout cela. Le programme de désarmement est un programme aussi de réinsertion dans l'armée, est un programme aussi de formation. Les tenants des groupes armés qui rendent les armes choisissent pour les uns d'aller dans l'armée régulière, donc d'être formés à cet effet, ou dans la gendarmerie, ou voire donc dans la police. Ceux qui ne souhaitent pas continuer en allant dans le métier des armes ont cette possibilité d'avoir des formations dans le domaine de l'artisanat du diamant, de l'artisanat, que sais-je encore, de la cuisine et de la couture et d'autres. Donc, en réalité, ce programme ne consiste pas seulement à désarmer, il consiste à donner des perspectives, parce que nous savons bien que c'est par manque de perspectives, comme le souligne votre question, que certains se sont fait enrôler dans les groupes armés. Donc, en réalité, il y a ce que j'ai dit tout à l'heure. Le fait que certains groupes armés
sont dans une posture où, eh bien, on a cette habitude, bon, ben c'est facile, on a des armes, on pense qu'on peut prendre. Deuxièmement, il y a aussi la question politique. Parce que vous noterez certainement, si vous ne l'avez pas déjà fait, que c'est une forte tentation pour certains politiques d'utiliser les groupes armés. De les utiliser pour pouvoir négocier, pour pouvoir discuter, pour pouvoir maintenir, j'allais dire artificiellement, un niveau d'insécurité eh bien, qui permet de soutenir un langage. Voilà un peu ce que je peux dire sur la question. Voilà, votre parti, l'Alliance pour une nouvelle Centrafrique, et vous dites que c'est pour mettre sur pied une nouvelle génération pour la paix, la sécurité et le développement. Tout un programme. En effet. En effet, c'est tout un programme, c'est une alliance, c'est-à-dire pour ramener les Centrafricains ensemble, qui ont été trop souvent divisés, comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis pratiquement 35 à 40 ans de mal-gouvernance. Nouvelle Centrafrique parce que justement, nous pensons que le temps est venu qu'une nouvelle génération politique, avec une autre manière de voir et de faire la politique, puisse enfin émerger. Un nouveau leadership, comme on le cherche tous, en Afrique d'ailleurs, pas seulement dans mon pays, la République centrafricaine. Voilà les raisons pour lesquelles nous nous sommes engagés en politique avec les jeunes et moins jeunes, centrafricaines et centrafricains qui sont avec nous. Cette nouvelle génération, c'est pour dire stop à l'instabilité politique de la Centrafrique depuis 60 ans? C'est surtout pour dire stop à la malgouvernance. Oui. Et c'est surtout pour dire stop à une gouvernance sans vision. Une gouvernance basée sur le clanisme, le clientélisme. Une gouvernance dont les intérêts ne sont que les intérêts de la proximité et de la famille. Et surtout, pour faire en sorte qu'il y ait enfin un autre rayonnement de la Centrafrique et des Centrafricains à l'extérieur de leur pays. C'est-à-dire redonner à ces Centrafricains une autre et une nouvelle fierté. Nous avons un hymne national qui s'appelle la Renaissance. Il est donc temps que l'on renaisse de nos cendres pour qu'enfin notre pays ait la place qu'il mérite. Les questions de développement qui sont inscrites dans le credo de votre formation politique, est-ce que le président Faustin Archange Touadéra a répondu à ce critère important pour les populations qui l'ont plébiscité en 2015? Oui. Peut-être, monsieur le ministre, avant de répondre, votre parti politique est un parti justement allié au MUC. Qu'est-ce qui peut justifier ce rapprochement avec le MUC? Alors, d'abord, je suis, moi, à titre personnel, un allié politique du président, dans le sens que nous avions ensemble dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en tant qu'ancien candidat, j'ai rallié et soutenu le président de la République, intuitif, personné. Je suis entré dans son gouvernement pour continuer de soutenir l'action que j'avais ainsi menée. Par la suite, le président de la République a mis en place une organisation politique. Mais quel est le but de cette organisation politique, si ce n'est de soutenir les idées de l'homme, les idées que moi je soutiens. Donc tout naturellement, en fait, n'est-ce pas, mon parti et moi-même avons signé un accord, n'est-ce pas, nos bureaux politiques se sont rencontrés, mon parti et le MCU ont signé un accord, un bon modus vivendi, et qui aujourd'hui nous permet d'aller ensemble aux élections générales. Alors, sur les questions de développement qui sont inscrites dans le credo de votre formation politique, durant ces 4 années, est-ce que le président Faustin Archange Touadéra a atteint cet objectif de développement qui est cher aux populations centrafricaines? Il est difficile pour un gouvernement quel qu'il soit, président quel qu'il soit, de dire qu'il aurait atteint tous les objectifs qu'il s'est fixés, surtout en matière de développement, où il y a toujours de la marge. Maintenant, dans les domaines où le gouvernement, le président de la République a agi, nous sommes tout à fait d'accord que beaucoup a été fait. Simplement, une fois encore, et quelqu'un l'a dit il y a quelques instants encore, malheureusement, nous avons passé beaucoup de temps dans des discussions, j'allais dire d'arrière-garde, c'est-à-dire de discuter pour amener une paix
durable sur toute l'étendue du territoire. Comment faire en sorte de développer un pays quand vous n'avez pas, si vous voulez, la plénitude, ou vous ne pouvez pas donner la plénitude aux populations, pas encore, n'est-ce pas, de produire totalement comme elles le souhaitent. Donc ça fait partie des défis qui ont pu ralentir la marche. Et c'est pourquoi, conséquent avec moi-même, ayant discuté du projet de société du président avec lui, je pense que maintenant que nous sommes en train d'arrimer la paix, il faut qu'il ait cette opportunité, avec nous, certainement, ses alliés, de pouvoir développer le programme économique, mettre en place le programme de développement. Pour vous, les priorités doivent être lesquelles en matière économique, en matière sociale, pour les 5 prochaines années, si vous réussissez à obtenir assez de suffrages afin de poursuivre les chantiers engagés? Les priorités en matière économique doivent être lesquelles, concrètement? Vous ne ferez rien dans un pays comme le nôtre si vous ne travaillez pas sur les infrastructures. Les infrastructures. Alors, vous avez dit, vous m'avez parlé de questions économiques, mais aussi sociales. Les infrastructures sociales de base, la santé pour les populations. C'est social, mais c'est aussi économique. Si votre population n'est pas en bonne santé, si elle n'est pas capable de, n'est-ce pas, de travailler, vous ne ferez rien. Les infrastructures, bien entendu, routières, que faire? Si vous ne pouvez pas, nous sommes un pays enclavé, je préfère dire un pays continental, qui importe tout, du Cameroun principalement, et du Congo-Brazzaville, en tout cas des deux Congos, voire du Soudan. Tant que nous n'avons pas fini ce que nous avons entamé, qui est de remettre en place les routes qui nous permettent de sortir, n'est-ce pas, et de faire venir des marchandises, ça sera difficile, nous avons commencé. Les infrastructures de télécommunication. Aujourd'hui, enfin, à la traîne des autres, nous avons commencé à mettre en place, n'est-ce pas, la fibre optique. C'est extrêmement important. Étant un pays continental, enclavé si vous préférez, il est important que nous ayons des politiques, c'est vrai, sectorielles. Moi, je crois aux politiques sectorielles. Je crois, si vous voulez, à ce que nous devons nous développer par pan l'économie. Je m'explique. Les filières, c'est ce que je voulais. Je crois aux filières. Aujourd'hui, la filière des mines est une filière qui ne profite pas aux populations. Et comment expliquer cette situation, justement? Mais tout simplement parce qu'aujourd'hui, soit l'exploitation est restée trop artisanale pour créer suffisamment de valeur ajoutée pour avoir des retombées sur les populations elles-mêmes d'abord, qui sont généralement en début de chaîne, ils sont dans le trou, c'est eux qui creusent, c'est ça. La valeur ajoutée n'est pas là-bas. Et encore moins à l'État qui ne fait que percevoir des taxes. Donc, et ceci, ce sera la même chose dans la filière bois et dans les filières agricoles. Mettre l'accent sur une économie des filières et la valeur ajoutée. À partir de ce moment-là, et en plus de cela, dans chaque filière, faire en sorte que les gens soient formés et bien formés. À partir de ce moment-là, vous avez un tout, vous avez une inclusivité des populations qui y travaillent, qui créent de la valeur ajoutée, qui en profitent et qui en font profiter l'État. Et c'est cela qui amènera à l'industrialisation que nous voulons. Donc par pans successifs et en toute, en toute lucidité. Arj Maxime Kazagui, vous êtes ministre de la Communication et des Médias aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez, quel est le réel état de la liberté de la presse en Centrafrique? Alors, soit vous me posez cette question parce que vous savez que j'ai fait voter il y a à peine quelques jours une loi sur la liberté de la communication en Centrafrique, en fait sur la liberté de la presse. Soit vous ne le savez pas et je vous informe. Effectivement, dans l'élan, j'allais dire mondial, n'est-ce pas, de la liberté de communication, de la liberté de la presse ou de la liberté des personnes, tout simplement, notre pays ne pouvait plus rester à la traîne. Il fallait que nous allions, et c'est cela un peu l'alchimie de cette loi que nous avons
fait voter, que j'ai soutenu au Parlement, après l'avoir soutenu au gouvernement, il y a quelques jours, et que les députés ont voté par acclamation, il fallait faire une alchimie qui consistait en même temps à donner plus de liberté aux journalistes, aux communicateurs, aux communicants, en faisant en sorte que, en fait, en allant vers une dépénalisation, hein, c'est de ça qu'il s'agit, disons-le. Mais en même temps, en faisant en sorte que le journaliste soit responsable de ses actes. Nous avons trop souffert en Afrique de ce que des journalistes, ou des pseudo-journalistes, n'est-ce pas, s'en prennent à des gens par des allégations et détruisent des vies. Vous le savez, ça a existé, ça existe encore. Donc il fallait un équilibre entre ces deux choses. Dépénaliser, mais responsabiliser. Ça, c'était un des objectifs. Troisièmement plutôt, puisque le premier est dépénaliser, deuxième responsabiliser, troisièmement, faire en sorte que le Haut Conseil de la communication ait les moyens de son action. Réprimer, suivre, monitorer, n'est-ce pas? Mais aussi que les actions du Haut Conseil soient des actions directes, c'est-à-dire que le Haut Conseil de la communication puisse infliger des sanctions administratives, des amendes, des suspensions, éventuellement des fermetures, ce que nous ne souhaitons pas. Donc il s'agissait pour nous d'avoir ce savant équilibre entre ces trois choses, et je crois que c'est cela. Maintenant, il faut le mettre en œuvre. Il faudra au moins une vingtaine de décrets d'application, vous comprenez bien. Il faut mettre en œuvre tout ça. Voilà, vous êtes par ailleurs le porte-parole du gouvernement centrafricain. Comment faire passer, porter le message du gouvernement centrafricain dans un pays où on sait qu'une bonne partie est contrôlée par des bandes désarmées? Comment vous faites pour faire passer le message? Oui. Dans ces parties-là. Oui, ça peut être une quadrature du cercle, vous avez raison de poser la question. Bon, alors pour cela, avec le président de la République, nous sommes dit, une des priorités, ça répond aussi à une de vos questions, monsieur, tout à l'heure, c'est faire en sorte que les Centrafricains nous entendent, qu'on soit plus audible, que plus de Centrafricains nous entendent. Je me suis donc donné cette mission que d'améliorer la couverture nationale de Radio Centrafrique. Vous savez que, j'y reviens, hein, c'est toujours la même chose. Il y a 7 ans, tout a été détruit, oui, y compris nos structures d'ondes courtes, de FM, etc. Donc, j'ai commencé par réhabiliter les studios de Télé Centrafrique, Radio Centrafrique, améliorer la portée, n'est-ce pas, des émetteurs de Radio Centrafrique, et puis de commencer l'implantation de Radio Centrafrique dans les villes les plus importantes, puisque le projet, c'est d'étendre Radio Centrafrique par FM. Nous avons choisi des villes ou des conurbations à densité, à forte densité, et c'est ici que, au fur et à mesure, nous implantons Radio Centrafrique de manière à avoir quand même une masse critique de personnes qui entendent, qui écoutent Radio Centrafrique. Au moment où je vous parle, donc les villes de Bambari sont couvertes, Obo, Bangassou, Boire, Berberati, Bossangwa depuis quelques jours, depuis qu'il y a eu la fête là-bas, et nous entendons, avant les élections, faire Délé et Bria, c'est-à-dire 8 à 9 villes de bonne importance d'un point de vue démographique, mais aussi d'importance politique compte tenu des défis qu'il y a dans ces endroits. Donc c'est ainsi, nous pensons, pas seulement, mais entre autres, de mieux parler avec la population. Mais je voudrais rajouter, sinon je ne serai pas complet dans ma réponse. Nous avons mis en place, je dirais, un écosystème de communication qui permet aujourd'hui à tous les Centrafricains, qu'ils soient à l'extérieur, c'est vrai, ceux de la diaspora et autres, mais à l'intérieur du pays où vous avez, je peux les citer, Orange, Move et autres, qui sont là et qui ont une bonne connexion, de suivre Radio Centrafrique de manière très facile et aisée sur leur téléphone tout simplement ou sur l'ordinateur, mais aussi de suivre les radios, les journaux télévisés de Télé Centrafrique en direct, n'est-ce pas, en streaming, 19h et 20h. Tout cela, ce sont des choses que nous faisons et je viens de lancer un journal gouvernemental qui n'a pas encore atteint
sa vitesse de croisière. Mais tout cela, c'est pour répondre à votre question, ça fait partie de tous les efforts que le gouvernement fait pour être mieux entendu, pour être plus audible, pour mieux expliquer et défendre, n'est-ce pas, pas seulement la politique du gouvernement, mais faire savoir ce qu'il fait, et puis aussi avoir du feedback de la part des Centrafricaines et des Centrafricains. Vous avez évoqué une alliance politique avec le parti au pouvoir et le président actuel de la Centrafrique, Faustin Archange Touadéra. Est-ce que cette alliance repose sur une idéologie ou alors repose sur une plateforme de négociation d'un certain nombre de positions au sein du gouvernement en échange d'un soutien à la candidature de Faustin Archange Touadéra? Au risque de vous étonner, cela repose tout simplement sur une communauté de vues, sur les grandes questions intéressant les Centrafricains. Quelle est l'attention, c'est-à-dire le social, je veux parler du social, que les dirigeants centrafricains doivent apporter à leurs compatriotes? Quelle est la primauté, si je dois le dire autrement, que l'on doit donner aux Centrafricaines et aux Centrafricains? Vous savez qu'on est dans un pays où, du fait de tous ces conflits, pendant les 20 dernières années, les fonctionnaires n'étaient jamais payés régulièrement. On a eu des arriérés de 50 et quelques mois d'arriérés de salaire, etc. Avec le président de la République, nous avons dit, priorité, commençons déjà par payer ces fonctionnaires. Même si ce n'est pas la population la plus importante, c'est la population paysanne. Mais dans le même temps, faisons en sorte que, par exemple, les arriérés dus aux cotonculteurs, les arriérés dus aux agriculteurs, la question de des planteurs de café, etc., soient des questions qui soient réglées. Eh bien ça, ce sont des choses qui ont commencé à être faites. Et ça, c'est une communauté de vues et de points de vue. Autre communauté de vues, c'est, je dirais, le style de gouvernance. Je me suis senti à l'aise dans le style de gouvernance que proposait le président Touadéra et qui, me semble-t-il, en tout cas convient à des leaders d'un pays en crise ou qui sort de crise. Une gouvernance qui soit proche de la population. Une gouvernance qui soit avec les mots de la population. Donc, c'était beaucoup plus sur cela que sur de la négociation, quelle qu'elle soit. Mais est-ce que vous avez obtenu des garanties durant ces discussions politiques que vous avez eues avec le président Faustin Archange Touadéra dans la perspective d'un nouveau mandat qui venait à être porté encore à la tête du pays? Est-ce que vous avez obtenu des garanties? Bon, vous savez que partout, quand des hommes politiques discutent, surtout dans ce genre de phase, c'est que gagnons ensemble et gouvernons ensemble. Mais la finalité n'est pas de gouverner, mais la finalité, c'est d'apporter ensemble quelque chose aux populations. Donc, gagnons ensemble, gouvernons, mais apportons ensemble quelque chose de plus, si ce n'est de mieux, à la population. Donc, bien entendu, ce sont des questions qui ont été discutées. Merci, monsieur le ministre de la Communication et des Médias en République centrafricaine, monsieur Ange-Maxime Kazagui. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir suivi cette édition spéciale réalisée en plein cœur de Bangui, la capitale centrafricaine. Émission spéciale réalisée par Eric Ouattat et Carlos Minoué. Présentation Cédric Noufélé et Serge Alain Autou. Merci de rester sur Equinox Télévision.